Bienvenue au studio. C'est toujours un plaisir pour moi de partager cette séance avec le professeur théologien Alex Yemek. Bonsoir Alex. Bonsoir. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très intéressant pour les Africains et l'Afrique. La question d'aujourd'hui est de savoir quels bénéfices apportent les BRICS à l'Afrique ou alors quels sont les avantages de l'Afrique dans les BRICS. Pour commencer, pour ceux qui ne connaissent pas, pour mettre tout le monde au parfum, je vais déjà commencer par demander c'est quoi les BRICS? Oui, c'est-à-dire que les BRICS, ça a commencé par, je veux dire, l'idée même est venue du président Poutine, c'est-à-dire c'est venu de la Russie. En 2009, la Russie consulte 3 autres pays qui sont la Chine, le Brésil et l'Inde. Et de là, ils forment comme un groupe. C'est-à-dire qu'ils veulent former un groupe alternatif au monde unipolaire. Et ils se mettent donc ensemble. Et là, donc, les BRICS, en ce moment-là, ils s'appellent les BRICS, c'est-à-dire B pour le Brésil, R pour la Russie, I l'Inde, et puis C la Chine. Donc, ils s'appellent le BRIC à l'époque. Et donc, ils sont en train de penser à former quelque chose de différent, quelque chose qui peut être alternatif au monde, à l'ordre mondial qu'on a, qui est unipolaire. J'allais justement demander quel est le but des BRICS. Oui. Et donc, en 2010, ils vont inviter l'Afrique du Sud. Donc, les BRICS vont donc devenir les BRICS. Et donc, les 5 pays, depuis 2010, donc, ils se mettent ensemble et essaient de voir comment est-ce qu'ils peuvent avoir effectivement cette idée où les cultures se représentent un peu plus. Parce que ce qu'on a, par exemple, dans le monde unipolaire d'aujourd'hui, c'est dominé par les États-Unis. Les États-Unis, ils apportent leur culture à tout le monde. C'est un peu comme s'ils imposaient leur manière de réfléchir, leur manière de voir la vie, la politique, démocratie et tout. Surtout qu'ils ont aussi le dollar qui domine le monde. Et donc, les BRICS, donc, eux, l'idée c'est, écoute, nous, on trouve que ce monde unipolaire-là ne marche pas pour nous et donc nous aimerons proposer quelque chose d'alternatif. Voilà donc comment l'idée des BRICS va venir. Et donc, depuis un certain temps, petit à petit, ils sont donc en train de faire un effort de pouvoir apporter une alternative au monde, à l'ordre mondial que nous avons maintenant. Et quelles sont ces choses de manière très explicite? Oui, ils sont encore dans des discussions à voir effectivement. Mais ce que j'allais dire, c'est que avec la guerre de l'Ukraine, on a une vision beaucoup plus claire de ce que les BRICS veulent faire. Parce que quand la guerre de l'Ukraine commence, on va sanctionner la Russie. Et quand on sanctionne la Russie, ça fait en sorte que les autres pays du monde regardent et puis se disent « Oh, si ça nous arrivait aussi que, par exemple, on prend une décision pour nos propres intérêts, est-ce qu'on va nous sanctionner, on va nous interdire le dollar et tout ?» Et donc, on voit donc cette année que leur objectif, c'est d'avoir, par exemple, des échanges monétaires qui ne sont pas faits au dollar. C'est-à-dire qu'ils utilisent leur propre monnaie pour échanger. C'est ce qu'ils font maintenant. Par exemple, la Russie et la Chine. Non, ils n'ont pas leur propre monnaie. Non, ils ne vont pas avoir leur propre monnaie. C'est-à-dire que ce qu'ils vont faire, c'est quoi? C'est utiliser les monnaies de chaque pays. C'est-à-dire que la Russie a ce qu'on appelle le rouble, la Chine a le yuan et les deux échangent avec leur propre monnaie au lieu d'échanger avec le dollar. Et donc, c'est ça qu'ils font pour le moment. Et donc, ils n'ont pas encore vraiment décidé d'avoir une monnaie des BRICS pour tout le monde. Non. Et puis, c'est donc ce qu'on est en train de voir actuellement qui est en train de se passer. Ce qui s'est passé plus récemment sur les BRICS, qui fait en sorte que beaucoup de pays en parlent, c'est parce que les BRICS, la réunion des BRICS de cette année était... Parce que chaque année, les membres des BRICS prennent la présidence des BRICS. Et donc, la présidence de cette année était la Russie. C'est la Russie qui a donc accueilli la réunion des BRICS de cette année. Et ce qu'on a vu, c'est qu'on a vu un grand nombre de pays se joindre aux BRICS. Ils ont agrandi aussi le nombre des pays des BRICS. C'est-à-dire que maintenant, il y a
ils ont invité 5 autres pays, comme par exemple l'Iran, l'Arabie Saoudite, l'Éthiopie. Je crois qu'on a 2 autres pays que j'oublie. Il y avait l'Argentine, mais qui a rejeté après. Et puis, je crois qu'il y a un autre pays que j'oublie. Et donc, non seulement ils sont déjà 9 pays dans les BRICS, et donc ils s'appellent maintenant les BRICS+, parce qu'ils ne vont pas changer le nom, ils ont seulement mis les BRICS+, voilà. Mais aussi, ils ont invité plus d'une trentaine d'autres pays à être des partenaires. Parce qu'il y a beaucoup de pays qui veulent entrer dans le BRICS, comme par exemple les pays comme la Turquie et les autres pays. Et donc, ce qui se passe donc, c'est quoi? Parce que cette année, beaucoup de gens en parlent. Parce que non seulement, ça a été fait en Russie et on dit que le président Poutine est isolé. Donc, ça a montré au monde qu'il n'est pas isolé parce qu'il y a plus d'une vingtaine de leaders qui sont allés. Et les gens ne s'attendaient pas trop à ce que ça se passe comme ça, apparemment. Ce n'est pas que les gens ne s'attendaient pas, mais l'Occident n'a pas voulu voir autant de pays se diriger vers la Russie parce que, bon, à cause des sanctions, la guerre en Ukraine et tout ça, et donc ça a été une humiliation pour l'Occident. Et donc, voilà donc une des raisons pourquoi on en parle, parce que, bon, ça a montré que le président Poutine n'est pas isolé. Mais deuxième des raisons pourquoi on en parle aussi, c'est parce que il y a effectivement un changement qui est en train de se passer. La plupart de ces pays, tous ces pays qui se sont rejoints au BRICS, ne sont pas nécessairement contre l'Occident, mais ils sont tous pour un monde multipolaire. Oui. Donc, être pour un monde multipolaire ne veut pas dire qu'on est contre l'Occident, mais ça veut dire qu'on est contre le monde unipolaire. C'est-à-dire le monde unipolaire, c'est quoi? C'est que ce soit un seul pays qui dirige et qui décide ce que c'est. Oui. Donc, tous sont pour le monde multipolaire, mais tous ne sont pas contre l'Occident. Comme par exemple l'Inde qui continue d'échanger avec l'Occident, même la Chine même, qui n'a pas de problème à continuer à échanger avec l'Occident. La Russie aussi veut échanger avec l'Occident, mais bon, à cause des sanctions, ils sont obligés de pousser. Oui. Alors, maintenant, la question d'en devient, qu'est-ce que ça apporte aux Africains? L'avantage des Africains, c'est quoi dans les BRICS? Comment ils vont bénéficier? Voilà. Tout d'abord, ce que j'ai trouvé qui était un peu alarmant, je ne peux pas dire alarmant parce que bon, ça arrive quand même, mais ce qui me dérange et je suis en train de voir comme si l'Afrique ne prend pas toujours les opportunités, c'est que on a remarqué que dans les BRICS, tous les pays des BRICS, par exemple, si on prend les 5 pays des BRICS seulement, ils sont déjà 9 maintenant, mais si on prend les 5 pays des BRICS, la Russie, par exemple, ils parlent leur langue, le russe. Vous avez les Indiens qui parlent aussi leur langue, les Chinois parlent leur langue, tu as le Brésil. Mais quand on arrive à l'Afrique du Sud s'exprime en anglais, n'est-ce pas? Et donc, dans toute la réunion des BRICS, parce que maintenant, les deux membres africains des BRICS sont l'Éthiopie et l'Afrique du Sud, les seuls pays qui parlaient en anglais. Tous les autres pays qui ne sont pas africains, qui étaient là-bas, s'exprimaient en leur langue, soit paternelle ou alors la langue nationale, je veux dire. Et donc, l'Afrique doit prendre cette opportunité pour commencer à s'exprimer en leur propre langue. C'est-à-dire qu'il fallait que le président de l'Afrique du Sud puisse s'exprimer en sa langue, soit maternelle ou paternelle. Et on traduisait simplement ça dans son pays. La même chose pour l'Éthiopie. Ça aurait pu être un problème aussi s'il s'exprimait à sa langue peut-être maternelle et que peut-être en Éthiopie, ils aient plusieurs langues, un peu comme au Cameroun, ça n'aurait pas peut-être créé problème? Oui, bon, mais la question dont devient le problème, c'est quoi? Parce que voici l'opportunité. Est-ce que les Africains vont dire, oh, nous on préfère que tu parles la langue du colon que de parler une des langues africaines? C'est ça la question. S'il y a des Africains qui sont là-bas dehors qui vont venir dire « Oh non, il parlait à sa langue, nous on n'a rien compris, il fallait qu'il parle anglais. » Mais en ce moment, on va se poser la question, mais vous préférez quoi? Vous dites que vous voulez le panafricanisme, vous voulez revenir dans nos cultures et nos trucs et tout, mais même s'il parle l'anglais, l'anglais aussi n'est pas une langue africaine. Donc, tu ne peux pas dire ça peut être comme une langue reconnue, une langue nationale pour eux. Et donc, tout le monde va parler anglais peut-être là-bas. Et donc, le fait qu'ils viennent parler peut-être de sa langue maternelle pourrait entraîner autre chose. Oui, c'est vrai.
c'est vrai que c'est une langue nationale, mais ce n'est pas une langue africaine. Quel Africain va venir et dire que non, il faut seulement on parle la langue du colon parce que c'est la langue nationale, alors que ce sont les mêmes Africains qui veulent repartir dans leur culture. Je préférerais encore qu'ils parlent sa langue africaine que moi je ne comprends pas et qu'on nous traduise ça en anglais quand nous sommes au pays. Pourquoi? Parce que quand nous sommes dans une plateforme comme dans les BRICS où tout le monde parle leur langue, et vous venez en tant qu'Africain, et vous apportez quoi sur la table? Vous ne pouvez pas parler au moins une langue africaine. Et pour dire, écoute, ces gens-là, quand ils sont venus nous coloniser, ils ont apporté leur langue et nous ont imposé leur langue. Ils n'ont pas posé la question que, bon, non, ça c'est notre langue nationale, ce n'est pas notre langue nationale. Ils ont choisi la langue qu'ils parlaient et ils sont venus imposer ça. Ils n'ont pas regardé que nous, on avait des langues. Alors maintenant, on a l'opportunité d'avoir un monde multipolaire. Et dans cette opportunité, si on veut revenir dans nos traditions, on peut prendre une langue africaine. Pour un début, je ne dis pas que la langue africaine que le président de l'Afrique du Sud allait parler, s'ils ont beaucoup de langues en Afrique du Sud, je ne dis pas que cette langue devait être adoptée comme une langue nationale, mais il faut que au moins, c'est préférable qu'il parle sa langue africaine pour que, et puis maintenant, en Afrique du Sud, qu'on traduise ça en anglais, qu'on traduise tout ce qu'il dit en anglais, mais qu'il montre dehors que nous allons introduire des langues africaines. Maintenant, ça c'est pour un début. Maintenant, s'ils veulent... Je pense que ça aurait apporté autre chose. Oui. Non, mais c'est vrai que ça aurait apporté autre chose. Je ne refuse pas ça. Le problème, c'est quoi? C'est que ça montre effectivement notre division. Comment quelqu'un qui réfléchit peut faire des problèmes sur une langue africaine et préférer parler plutôt la langue coloniale? Ce n'est pas... Ceux qui le font ne réfléchissent pas. C'est-à-dire que c'est un peu comme tu dis, moi je préfère parler la langue coloniale parce que c'est notre langue qu'on a parlé pendant des années et je rejette la langue africaine parce que moi je ne la comprends pas. Mais de la même manière dont quand le président Poutine parle russe, personne ne comprend, mais on nous traduit ça en anglais. On comprend ce qu'il a dit parce qu'on nous traduit ça en anglais. Quand il va à l'ONU ou bien quand les présidents l'Iranien, quand le président de l'Iran va par exemple à l'ONU. En Inde, par exemple, il y a beaucoup de langues en Inde. Mais quand le président indien vient et parle, ils parlent leur langue nationale. Mais dans leur langue nationale, ils ont choisi une langue. Alors, est-ce que tout le monde comprend le président Modi? Non. Non, parce qu'il y a certaines personnes en Inde qui ne comprennent pas nécessairement sa langue. Mais on traduit ça en anglais, on traduit ça dans leur langue nationale. D'accord. Donc, la question, moi, je ne refuse pas qu'il peut y avoir, effectivement, il y a toujours des gens qui vont venir parler. Il y a toujours des oppositions, ça, on comprend ça. Mais ce que nous sommes en train de dire, c'est complètement différent. Nous disons qu'on est maintenant en train d'entrer dans un monde multipolaire. Et que dans ce monde multipolaire, voilà l'opportunité pour les Africains de présenter ce qu'ils ont. Et donc, nous, si on veut faire partie de ce monde, on doit laisser tout ce qui est colonialisme. Les langues anglaises, françaises, ce sont les langues que nous avons, dont nous avons été imposées. Et maintenant, nous sommes dans une opportunité où nous pouvons parler nos langues. Et qu'on commence d'abord à parler, que le président, que ce soit n'importe quel président, qu'il commence d'abord à parler sa langue maternelle. Il va voir le reste après dans son pays. Oui, c'est tout. Mais quand nous allons internationalement, qu'on commence déjà à introduire à ces gens-là que, OK, nous aussi, nous sommes l'Afrique, nous apportons aussi nos langues. Et donc, quand on pose dans la question que qu'est-ce que les BRICS peuvent apporter à l'Afrique, effectivement, les BRICS apportent l'opportunité à l'Afrique de commencer à exposer leur culture, en commençant par leur langue. Les présidents africains doivent commencer à s'exprimer en leur langue paternelle ou maternelle, pendant qu'ils sont en train de débattre quelle est la langue nationale qu'on peut adopter, qu'on va apprendre dans les écoles et tout. Ils peuvent aller, s'ils ont 300 langues, je ne sais pas, on trouve une langue, on vote, et puis la majorité gagne. Et puis c'est ça qu'on prend comme langue nationale. C'est une petite affaire en tout cas. Effectivement, ça ne sera pas comme une petite affaire, mais quand on dit qu'on cherche quand on cherche à être africain, on n'accepte pas d'abord la langue des autres avant la nôtre. Donc, on doit être à mesure de choisir n'importe quelle langue africaine, même celle qu'on n'aime pas, au lieu de continuer avec des langues des colons. Et donc, l'opportunité que l'Afrique a dans les BRICS, c'est d'apporter sa culture. En commençant par les langues. Quand on commence déjà à introduire au monde, dans les BRICS, que maintenant les présidents africains vont commencer à parler en leur langue, c'est fini.
les traductions africaines commencent à être introduites dans le monde, on va commencer à chercher des traducteurs de ces langues, on va commencer à chercher comment on va les apprendre dans ces pays-là. Parce que quand la Russie vient en Afrique, elles ouvrent ses écoles, elles apprennent les langues russes. Et donc, la même chose, si l'Afrique du Sud va aller investir en Russie, qu'eux aussi fassent la même chose, qu'ils ouvrent des écoles, ils apprennent les langues africaines. Donc, c'est très important. Ça, c'est l'une des choses. La deuxième des choses, c'est que les BRICS vont apporter. C'est quoi? C'est l'opportunité de pouvoir introduire nos propres technologies, ce que nous aussi nous pouvons faire. Parce que la plupart du temps, dans le monde unipolaire, tout doit venir de l'Occident, ce sont eux qui dominent et tout. Les Africains peuvent maintenant dire non, nous aussi nous avons des talents en Afrique, nous pouvons inventer, nous pouvons commencer nos propres technologies. Au lieu d'avoir des gens qui sont toujours là-bas, oh non, revenons à nos religions africaines et tout ça. Avant de dire revenir dans les religions africaines, cherchez d'abord à voir comment est-ce qu'on peut montrer notre talent au monde. Les religions africaines n'ont rien apporté de bon aux Africains, on connaît ça. Alors maintenant, ce qui peut apporter quelque chose de bon aux Africains, c'est de montrer le talent. Est-ce que nous pouvons, nous aussi dans le forum des BRICS, dans ce monde maintenant qui est multipolaire, nous pouvons montrer que nous avons des inventeurs? Est-ce que nous pouvons nous-mêmes produire en utilisant nos richesses naturelles dans les pays africains? Parce que les opportunités sont là. Ce n'est plus une histoire seulement de l'Occident, deal avec l'Occident. Si l'Occident ne veut pas, on n'a plus rien. Non, maintenant, on peut aller dans les BRICS et faire des deals avec les Russes, faire des deals avec les Chinois. Il y a beaucoup plus de compétition maintenant. Et nous sommes beaucoup plus acceptés maintenant. Nos cultures seront respectées. Oui, cette année, c'est une grande opportunité. Voilà. On a le forum Russie-Afrique qui arrive aussi, où les Africains ont souvent l'opportunité d'aller montrer aussi leur culture et ce qu'ils peuvent faire. Et donc, il y a déjà beaucoup d'opportunités. Et avec les BRICS qui s'ajoutent encore, ils sont en train d'ouvrir ces portes d'opportunités pour que nous, les Africains, nous venons maintenant introduire nos cultures dans le monde entier, ce que nous n'avons pas eu l'opportunité de faire à cause du colonialisme. Maintenant, nous pouvons le faire. Nous n'avons pas eu l'opportunité de le faire aussi à cause du monde unipolaire, où c'est seulement les États-Unis qui devaient imposer leur culture à tout le monde. Maintenant, nous avons l'opportunité de le faire. Donc, les deux choses sur lesquelles j'aimerais insister, et donc je vais finir par là, c'est pour dire que, nous devons maintenant commencer à parler quand les présidents africains sortent pour aller représenter l'Afrique, ils doivent commencer à parler en les langues africaines. Et de deux, nous devons commencer à montrer que nous aussi, nous pouvons utiliser nos richesses naturelles pour inventer, produire et vendre aussi au monde. Les BRICS et les autres pays peuvent nous aider à le faire. Oui, on a vu par exemple, on a vu par exemple l'Iran qui était sanctionné aussi depuis, mais qui à cause des sanctions, ils ont commencé eux-mêmes à produire leurs propres trucs. Et aujourd'hui, ils sont une puissance régionale dans le monde arabe. Et donc, l'opportunité des sanctions, parce que si la Russie n'était pas sanctionnée, parce que c'est la Russie qui pousse le plus ce monde-là, parce qu'eux, ils en ont besoin, parce qu'ils sont sanctionnés. Et donc, s'ils n'étaient pas sanctionnés, on n'allait pas avoir cette opportunité. Donc, nous avons l'opportunité, il faut que nous entrons et que nous prenons ce forum des BRICS comme étant ce nouveau monde qui va nous permettre maintenant de nous réunir. Réunir derrière nos cultures, derrière nos langues, malgré les langues que nous allons choisir, derrière tout ce qui est maintenant africain pour montrer que nous sommes vraiment des panafricains. Pour arriver où nous voulons arriver. Effectivement, c'est ça. D'accord, c'est une très belle intervention de ta part, professeur. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à cette question. J'espère qu'on se retrouve très prochainement pour d'autres sujets. Merci. Merci.